Bonjour, Assalamu marhaba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Mashahou. Mashahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Mashahou. Mashahou. Dans cet épisode, je rencontre Yasmine Bourouila, artiste peintre et danseuse. En préparant ma rencontre avec Yasmine, je me suis posé plusieurs questions autour de la responsabilité de l'artiste dans l'évolution de la société. L'artiste peut-il être neutre ? Peut-il être neutre non pas seulement en tant qu'individu dans la société, mais aussi et surtout en tant que créateur ? Doit-il se limiter à des préoccupations d'ordre esthétique ou au contraire s'engager dans le mouvement social pour éveiller, pour émouvoir et contribuer ainsi, alors dans les formes qui lui sont propres, au progrès humain ? L'art est un engagement, m'a dit Yasmine. Être artiste, c'est déjà être engagé par rapport à soi et par rapport au monde dans lequel il vit. Avec Yasmine, nous avons parlé de Shadi Mouzaya, de l'Irhab, du couvre-feu, de liberté. Elle a aussi mis l'accent sur la censure et l'autocensure. Dans toute sa générosité, Yasmine nous livre sa vision de l'art et surtout, qu'est-ce qu'être une femme artiste algérienne. Mashahou, Mashahou. Bonjour Yasmine. Bonjour Taous. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va. Alors déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Et je vais te demander simplement, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Ah. Quand j'étais enfant. Bon, pas quand j'étais enfant, mais on va remonter un petit peu. Mais ce que je voulais faire en premier, c'était chirurgien dentiste. D'accord. Parce que c'était ce qui se rapprochait le plus de quelque chose de manuel et de précis, et que j'aimais beaucoup aller dans ce sens. Ouais. Voilà. Et ensuite, ça a vite viré. Et ça virait à quoi ? Ça a viré à un choix complètement inattendu. Enfin, non, je pense que ça allait un petit peu... c'était un petit peu évident, mais finalement, j'ai arrêté un petit peu de me voiler la face. Et de me dire, au lieu de chercher un travail ou quelque chose qui se rapprochait de ce qui était manuel et esthétique et un petit peu qui allait dans la précision, autant faire réellement ce que tu voudrais faire. Ouais. Et j'ai fait les beaux-arts. D'accord. Voilà. Ouais. Comment on te parlait quand tu étais petite ? Comment on me parlait quand j'étais petite ? Et... Précise un peu ta question. Comment on te parlait ? Comment les adultes autour de toi te parlaient quand tu étais petite ? Je n'ai pas vraiment de souvenir de ça, mais... Il y a un hélicoptère qui passe. Oui, ça fait des bruits qui dérangent. C'est ça. T'as pas le souvenir comment on te parlait ? Non, je sais qu'on m'a toujours laissé m'exprimer. Je sais que il y a des anecdotes où, par exemple, je parlais beaucoup en classe. Enfin, je disais les choses qui me dérangeaient aux profs, etc. Et quand on faisait la remarque à mes parents, par exemple, mon père leur disait « mais c'est excellent ». Enfin,
eux, c'était dans le but de, voilà, parce qu'elle parle trop en classe, elle est excellente, mais elle fait trop de remarques, elle fait trop... Et mon père était, mais c'est très bien, en fait, c'est exactement ce qu'on leur inculque, mais il faut laisser sa personnalité ressortir, il faut pas l'enfermer, il faut pas l'étouffer. L'étouffer, voilà. Donc, j'étais toujours celle qui faisait des bêtises, mais qui tenait d'abord à se justifier avant d'avoir la punition. Non mais attends, je t'explique d'accord. Pourquoi j'ai fait cette bêtise, ensuite je vais me punir. Voilà, j'étais le contraire de mon frère. T'as un frère? Oui. Ouais. Voilà. Vous êtes que 2? On est que 2 et il est plus ici. Et c'est un petit peu... Enfin, on va dire grâce à lui, où il a beaucoup aidé à enrichir et à même déclencher tout ce qui est culturel en moi, l'amour de la musique, du cinéma, de tout ça, quoi. Il est plus âgé que toi ou c'est toi l'aîné? Il est plus âgé que moi d'1 an. D'1 an? Ah ouais, donc vous êtes assez proches. On est très proches. Ouais. Et du coup, t'étais quel type d'enfant? Tu faisais des bêtises, mais tu te justifiais Oui, tu vois, c'était des bêtises justifiées. Hein. C'était, voilà, c'était pas juste pour faire des bêtises, quand même. J'étais, une enfant plutôt sage, qui parlait beaucoup, qui bougeait beaucoup, qui faisait rire les gens, enfin, voilà, qui faisait beaucoup d'acrobatie, tu vois, j'escaladais beaucoup des trucs, je faisais des grands écarts Agda, juste comme ça, gratuitement. Et j'ai déjà dit une fois à la radio, on m'appelait Shedi Mozaïa. Vas-y, explique. Shedi Mozaïa, Mozaïa, tu vois, c'est la région. Shedi, c'est le singe. C'est le truc qui est l'animal qui est tout le temps en train de sauter partout, de faire des sortes d'acrobaties, de machin qui bougeaient. Et t'as grandi à Mozaïa? Non, pas du tout. T'as grandi où? J'ai grandi sur Alger. Ouais. Et c'était comment ton enfance d'Algéroise? Mon enfance d'Algéroise, elle était heureuse pour moi, un peu moins pour mes parents. Ouais. Pourquoi? Heureuse pour moi parce que... Alors bon, on va commencer déjà. Un peu moins pour mes parents, qui sont tous les 2 journalistes. D'accord. Et qui ont été un petit peu persécutés quand même pendant les années du terrorisme. Et qui ont été obligés de vivre dans un hôtel. D'accord. Spécialement fait justement pour les journalistes, les artistes, etc. C'était à Sidi Faraj, le Manal. Donc c'était la galère pour eux, mais pour moi pas du tout en fait, parce que j'étais pas consciente de ce qui se passait. Ouais. Et je vivais dans un hôtel, il y avait de grands couloirs, et je jouais, et l'été c'était la plage, la piscine, donc voilà. Ouais. C'était un grand terrain de jeu pour moi. C'était un petit peu ça. Tu y as vécu longtemps? Oui. Longtemps, et on faisait aussi des allers-retours. C'est-à-dire, parfois on essayait de sortir, louer ailleurs, mais on revenait quand même. Je crois qu'on y a vécu, quand même, 7-8 ans. Ah oui, d'accord. Genre. Ouais. Enfin, si mes souvenirs sont bons, je crois que oui, c'est ça. T'as quel âge, Yasmine? J'ai 26 ans. D'accord. Donc pendant les années de la guerre civile, t'étais toute petite, quoi. Oui, et je n'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait autour de moi. Enfin, j'entendais le mot terrorisme, j'entendais l'Irab, etc. Mais je savais pas trop ce que ça voulait dire. Ouais. Et puis, j'ai commencé à en prendre conscience, je pense, vers l'âge de 12-13 ans, quand j'ai commencé à poser des questions. Ouais. Voilà. Et on te répondait à ces questions? On me répondait, oui. Ouais. Parce que c'était, j'étais au collège, il y a eu le... c'est triste, on commence pas par non, ça direct. C'est triste, c'est la vie, quoi. Il y avait l'attentat à palais du gouvernement. Ouais. Et nous, on était au collège, donc quand la bombe a explosé, on était là-bas, et du coup, là, je commençais réellement à m'inquiéter et à poser des questions, et à comprendre un petit peu que les journalistes étaient visés. Donc à chaque fois qu'il y avait une alerte à la bombe, je pensais directement soit au siège de la télévision, ou au journal où bossait ma mère, et donc... et bon, là, donc j'ai commencé à demander un petit peu, et mon père commençait à nous raconter tout ce qu'ils ont vécu, et comment que, par exemple, les gens lui disaient « Khoya, s'il vous plaît, partez, sortez de ce café, on veut pas de problème », par exemple, quand il allait prendre un café, ou acheter du pain à la boulangerie, ou... Voilà. Ouais. Donc, un peu exclu par sécurité. Exclu déjà par... je sais, par choix, ils étaient un petit peu contraints de ne pas trop bouger du boulot, de pas trop circuler, parce que c'était des têtes qu'on reconnaissait.
Et exclu quand il prenait enfin le courage d'aller quelque part, allez, on va prendre un café. Ben non, en fait, voilà. Ouais. C'était pas très possible. Et maintenant, étant adulte, tu penses que cette enfance-là a des répercussions sur le travail que tu fais actuellement? Je sais pas. J'ai jamais pensé réellement à ça. Je sais que cette enfance a des répercussions, enfin, que notre enfance, dans la génération des années 90, des répercussions sur les adultes, les presque adultes, on va dire, d'aujourd'hui. Ouais. Sur un petit peu nos comportements, surtout parce que même si on n'était pas complètement conscient de ça, mais voilà, on est né dans des genres de couvre-feu, on a grandi dans la terreur, dans la peur, et du coup forcément là on vit toujours dans la peur un petit peu qui reste derrière celle de nos parents, donc leur inquiétude, le fait de ne pas forcément jouir de tout ce qu'on veut, de sortir, enfin voilà, ce genre de choses, vu qu'il y a toujours une petite inquiétude derrière. Ouais. Donc voilà. Après, est-ce que ça a influencé ? Je sais pas, parce que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des choses, fabriqué des choses à la maison, et à l'âge de 11-12 ans, mes parents m'ont inscrit à l'annexe des Beaux-Arts, donc j'étais encore jeune, je partais les mardis, et j'ai appris les bases du dessin là-bas, donc c'était bien avant de monter au lycée, de faire le choix de faire l'école des Beaux-Arts, et donc voilà, je pense que j'ai toujours un petit peu eu des aptitudes à faire ça, et du coup c'est un petit peu ça qui m'a vraiment dirigée vers ce choix. Ce n'était pas vraiment un choix, c'était une évidence. Et c'est quoi du coup ton métier ? Comment tu te décrirais ? Mon métier ou mes métiers, ou est-ce que c'est un métier ? Je sais pas, tu vois. Vas-y. Si c'est ton, si c'est tes, si c'est... Alors je fais tout, je fais presque tout, si on veut. Quand on sort quand on est diplômé, même avant d'être diplômé de l'école des Beaux-Arts, on commence déjà à toucher à tout. Tu vois, on est sollicité peut-être par des boîtes de production, par des... dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la publicité, en fait, plein de choses. C'est quelque chose d'extrêmement vague, d'extrêmement vaste plutôt. Et du coup, là, en ce moment, voilà, on va plutôt dire qu'est-ce que je fais en ce moment. Vas-y. Voilà, alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Par période. Ouais. Donc, en ce moment, je fais de la danse. D'accord. Oui, je fais de la danse. Ouais, c'est bien, on n'en a pas encore parlé. Chez Dimosaya a évolué. Parce que justement, en étant jeune, je sautais un petit peu partout. On m'a inscrite en gymnastique. D'accord, tes parents ? Mes parents, oui. Ensuite, au conservatoire d'El pour faire de la danse classique. Ouais. Et puis après, j'ai repris de mon plein gré parce que je sentais que ça me manquait, que j'en avais vraiment envie. J'ai repris bien après, au lycée, après avoir eu mon bac. D'accord. Voilà, donc en ce moment... Ah, t'as ton bac ? Eh ben oui. Pour rentrer au Beaux-Arts. Il faut avoir son bac pour entrer au Beaux-Arts. Ce sont de vraies études. Donc du coup, après avoir eu mon bac, j'ai intégré l'école Silfi de Réal Fête pour faire de la danse. Et ça fait bientôt 9 ans que j'en fais, la danse contemporaine. Donc là, je fais partie d'une troupe. Alors, je fais de la danse, je peins. Oui. Je donne des cours de peinture à Métinor, qui est une école d'art. Oui. On est collègues. Je fais du théâtre avec toi. Oui. Voilà. Tu es ma prof. C'est ça. T'es mon élève. Voilà. Et j'ai des petits projets en freelance, donc je travaille comme illustratrice, comme plein de choses. En fait. J'ai vu la dernière fois aussi que tu faisais comment on appelle ça, de la peinture sur corps. Ah oui, du body painting, oui. Tu vois, merci. Tu vois. Je me lance un petit peu, oui, aussi dans le body painting, parce que j'adore ça. Et oui, peinture sur le corps, et puis jouer un petit peu avec les volumes du visage, créer quelques personnages. Enfin voilà, donc oui, je fais aussi du body painting.
En parallèle, j'ai essayé de faire quelques petites créations, lancer peut-être une petite marque, je ne suis pas très sûre, oui, pourquoi pas. Ouais. Donc voilà, au fait, grosso modo, plein de choses. Ouais, c'est cool. Et tu te dis artiste? Alors, est-ce qu'on se dit artiste ou est-ce que c'est la définition des autres qui nous rend artiste ou est-ce que, qu'est-ce qu'un artiste? Ouais. Je ne saurais pas répondre à ça. Non, vraiment, peut-être qu'on pourrait débattre sur ça, mais le truc, c'est que voilà, à l'école des beaux-arts, on nous a toujours dit oui, vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des praticiens de l'art. Ah. Donc, à force de t'injecter ça dans le cerveau, après on se dit, t'es artiste? Non, Et après, c'est combien d'années d'études, les beaux-arts? C'est 5 ans. 5 ans? Oui, 5 ans et 6 ans si on soutient à la deuxième session. D'accord. Parce qu'il y a 2 sessions pour les soutenants, c'est bien sûr. Ouais. On est tous des feignants, donc généralement on fait tous 6 ans au Beaux-Arts. Vous avez un bac plus 6. Un bac plus 6. Ouais, c'est mortel. Ouais. Et du coup, même si tu n'arrives pas à te définir toi en tant qu'artiste, j'aimerais bien avoir ta vision de l'art. C'est quoi pour toi l'art? Le matin à 11h, un dimanche. La définition de l'art. Ouais. Ou ta vision, pas forcément la définition, mais toi. Oui, parce que est-ce qu'on arrivera un jour vraiment, réellement à définir l'art? Moi, j'aimerais avoir ta vision à toi de l'art. Alors, ma vision de l'art dépend un petit peu, je crois, en ce moment de ma formation, de mon environnement, du contexte dans lequel je vis, oui. Du contexte social, culturel, politique dans lequel je vis, et qui te pousse un petit peu à avoir certains choix esthétiques ou conceptuels ou dans la pensée qui vont un petit peu s'accorder à ce qui se passe actuellement autour de toi dans ta société, et où tu te retrouves malgré toi un petit peu engagé dans quelque chose d'assez important. J'ai l'air de divaguer dans ce que je dis, mais... Non, vas-y. Parce que, alors, définition de l'art, on m'a déjà posé cette question, et ce que je dis, c'est que déjà en tant que femme, faire de l'art, c'est en soi une sorte de révolte, ici en Algérie. Donc, peindre, oser peindre des choses, oser dire des choses, transmettre des choses à un public, des spectateurs, des receveurs qui ne sont pas forcément habitués à avoir une lecture d'une œuvre d'art ou d'une peinture. C'est quand même un engagement en soi. Le fait de danser, de monter sur scène, de faire des performances, de faire des shootings peut-être dans la rue, de confronter l'Algérien, le spectateur, à ce genre de forme d'art, en étant une femme, je pense que c'est un petit peu un engagement. En gros, ce que je suis en train de répondre à ta question en disant que pour moi, l'art est un engagement, voilà. Mais un engagement, pour moi, plutôt subtil, plus un engagement d'essence et un engagement de sensibilité. Pas de sensibilisation, de sensibilité. Parce que, voilà, je ne suis pas le genre de personne qui, en faisant une peinture ou une performance, ou là, disant, voilà ce que je défends, et ça, c'est mal, et ça, c'est ce qu'il faut faire, et je suis contre ceci, contre cela. Mais j'essaie juste de faire passer des sensations, des ressentis, de toucher un maximum de personnes avec une certaine sensibilité. C'est un échange de sensibilité. Donc pour moi, c'est très précieux, et je pense que c'est un petit peu là où ce que je fais ou ce que j'aime faire prend sens. Ouais. Voilà. Je sais pas si j'ai... Oui, en tout cas, c'est ta vision, mais ce qui m'intéresse, c'est que... C'est ma gahada, ça t'intéresse pas? Si, ça m'intéresse, mais ce que je retiens, c'est le mot femme. Oui. Voilà, et... Comment tu arrives Quelles sont les difficultés que tu trouves au quotidien en tant que femme artiste algérienne? Alors déjà... Ou artiste femme algérienne, je ne sais pas dans quel ordre il faut mettre. Oui. Déjà comme artiste,
tu vois, Ouais. algérienne, Ouais. ou C'est algérien, quoi? enfin, tu Oui. vois, c'est, voilà, en Ouais. tant qu'être humain, en étant artiste ici en Algérie, bon, on dit souvent que c'est un milieu assez vierge pour le moment, enfin, pour le moment, oui, et que tout reste à faire, et que forcément, bah, un peu ce que je disais tout à l'heure, les regards et les mentalités euh, ne vont pas forcément dans ce sens. Et comment je me perçois, je suis en train de me perdre. Veux-tu reposer ta question? Vite, 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 Oui, vite. oui, je peux te reposer la question. Je te disais, quelles sont les Recentre-moi. difficultés quotidiennes que tu trouves de manière quotidienne pour évoluer dans ton art en tant que femme artiste algérienne? Voilà, ok. Donc c'est déjà exister, au fait. Exister. Ouais. Parce que, par exemple, en danse, pour faire des scènes, c'est pratiquement impossible. On nous met des... Enfin, on nous met... Non, mais je veux dire, voilà, on a des... Oui, on nous met des bâtons dans les roues pour exister en tant que troupe, il faut faire ce genre de procédure, et puis quand on va à ce genre de procédure, c'est des procédures plutôt fermées, ouvertes à certaines personnes, donc les difficultés, c'est qu'on arrive tout simplement, par exemple, à danser, à se produire sur scène. On répète très longtemps sur un spectacle. Ensuite, est-ce que ce spectacle sera forcément le bienvenu? On le sait pas parce que ça traite de certains sujets qui peuvent déranger, parce qu'il y a certains gestuels qui peuvent déranger, parce qu'il y a certaines choses... Voilà, sachant qu'on essaie de ne pas être dans l'autocensure. Et d'aller au-delà de ça. Mais puis voilà, on se confronte toujours à certaines barrières, mais vraiment parfois extrêmement basiques, comme ne pas trouver de salle où répéter, ne pas avoir d'infrastructure qui puisse s'occuper de ça. Ouais. En tant que troupe, voilà, on essaie d'exister, et puis on se retrouve à répéter dans des salles de gym, des salles de musculation, et alors des lieux qui ne sont pas du tout adaptés à ça. Donc voilà, avant même de penser à monter sur scène, on essaie déjà de monter un spectacle. Ouais. Pour monter un spectacle, il faut déjà se casser la tête à trouver comment faire ceci, et puis voilà, penser, si enfin on arrive à monter un spectacle et qu'on n'a pas comment gérer ça, on se met à, voilà, on va par exemple cotiser, faire notre propre com, faire nos propres démarches pour essayer de... Donc c'est de l'énergie et de l'argent. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, alors que voilà, on pourrait juste créer, danser et le montrer, voilà. Ça veut dire que si... Enfin, c'est pratiquement tout, un peu de l'autoproduction, c'est pratiquement ce que font essaient de faire les musiciens, les chanteurs, et c'est un travail de longue haleine, on va dire, parce que si il y avait des postes ou des gens pour s'occuper de chaque partie du métier, l'artiste pourrait juste, enfin, voilà, performer et évoluer. Exactement. Ouais. Et donc voilà, ça c'est un petit peu pour la danse. Pour la peinture, c'est pas que c'est difficile d'exister, mais on se retrouve un petit peu dans une sorte de cercle. Ouais. Où quand on va à des expositions, on retrouve toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes personnes, toujours le même petit milieu, voilà, un peu artiste, un peu machin. Et en gros, on se demande vraiment où est notre visibilité, pas dans le sens je veux être connu, mais notre visibilité dans le sens où je veux qu'on regarde mes toiles, par exemple. Et donc c'est un petit peu ça qui pousse beaucoup de personnes à exploiter la rue. Ouais. Mais on n'a pas tous envie d'être des street artistes. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'autocensure. Alors plus dans la danse, peut-être que aussi tu l'as sur tes toiles, je sais pas. Est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans des situations en tant que danseuse où tu t'es auto-censurée? Mais oui. Même si on essaie, par exemple, quand bien même tu essaies de dépasser l'autocensure dans la chorégraphie, dans la mise en scène, dans certains accessoires qui pourraient avoir rapport avec la religion, par exemple, tu te retrouves quand même à te censurer dans ton costume de danse. D'accord. On se pose une question si on a envie de danser avec une robe. Pourtant, avant, ici même en Algérie, on pouvait monter en juste corps sans trop se poser de questions. Ouais.
voilà, même à 25 ans, même à 26 ans, même à 30 ans. Mhm. Mais là, voilà, avant de monter sur scène, tu te dis, non, en fait, il faut que je pense au costume, donc on va pas trop ta chair, que tu mettes un fuseau, des bas opaques, au lieu de mettre juste au corps, ou un petit short, ou... Donc, c'est des questions. Donc, je pense que là aussi, on est un petit peu dans la crainte et dans l'autocensure, dans des choses vraiment... Et tu penses qu'il faut rentrer dans ce jeu-là? Non. Mais par contre, je pense que c'est comme un passage obligatoire de passer par ça pour ensuite se rendre compte que, voilà, non, faut plus faire ça. Parce qu'avant, on avait certaines craintes. On se dit, quand t'as devant toi 500 spectateurs qui, voilà, toute mentalité confondue, toute, enfin voilà, tu essaies de penser un petit peu à ça, à comment est-ce que ça va être perçu, et donc automatiquement tu te dis, allez, pour éviter, moi j'ai envie qu'on se concentre sur ma danse, moi j'ai envie qu'on regarde mon spectacle, je veux pas qu'on regarde mes jambes par exemple, ou qu'on se concentre sur ça, ou que ça fasse polémique sur ça, au lieu de, voilà, venir voir de l'art, quoi. Mais après, je pense, enfin, à partir d'un moment, quand on dépasse ça, on se dit, bon, allez, je veux dire, faire de l'art pour se limiter à ce genre de choses, je pense que ça reste quand même de l'autocensure. Que je pourrais monter demain juste au corps, je pense pas enfin voilà, je pense pas qu'on... Même payé, je vais pas me faire lyncher, je veux dire, on va pas me jeter des tomates. Enfin, je sais pas. Enfin, est-ce que tu comprends? Peut-être que c'est pire que des tomates. Oui. Je ne comprends pas ça ce que serait tu dis. bien. Ça serait bien que ce soit des tomates. Mais voilà, non, dans le sens où je pense que parfois on exagère un petit peu nos craintes et qu'on est souvent, voilà, dans cette autocensure. Mais après, quand tu vois que on entend par exemple que certaines youtubeuses ou certaines personnes assez médiatisées en Algérie ou ailleurs dans le monde arabe se font persécuter, voire même, ou ça va même jusqu'à des personnes qui sont mortes pour ça, qui ont été assassinées pour défendre certaines choses ou être tout simplement elles-mêmes, s'habiller comme elles veulent. Voilà, c'est vrai que ça refroidit un petit peu, ça met quelques... Enfin, ça fait un petit peu peur, mais bon, voilà. Et toi, en tant qu'artiste ou performeuse ou danseuse ou peintre, penses-tu avoir une responsabilité dans l'évolution de ta culture? Oui, je pense que oui. Je pense que je l'ai. Et là, l'étape dans laquelle je suis, c'est que je suis un petit peu arrivée à ce moment où je me dis... Classe, tu as été assez consciente que tu as quand même quelque chose d'important à dire ou à montrer, même si ça s'arrête à 2, 3, 4, 10 personnes, tu vois ce que je veux dire. Mais là, je commence plutôt à me dire que maintenant il faudrait agir. Comment? Que c'est vrai que peut-être, oui, en montant sur scène, oui, en peignant, oui, en disant des choses, en partageant des choses, mais peut-être que là, il faudrait le faire de façon plus structurée, plus réfléchie, d'aller de façon plus... Répétitive, exactement. Donc, c'est un petit peu le questionnement actuel. Allez, maintenant, il faut faire quoi? Maintenant, il faut passer au niveau supérieur. Maintenant, tu as, je pense, avoir acquis assez de maturité pour entamer quelque chose. Quoi? Je ne sais pas encore, mais je sens que c'est en train de se faire quelque part. Et du coup, quel est l'avenir de l'art en Algérie pour toi? En fait, son avenir, mais surtout son rôle. Quel est le rôle de l'art? Enfin, il nous arrivait souvent de débattre sur ça avec des amis à l'école des Beaux-Arts. Et l'un d'eux disait que là, ce qu'il faudrait pour que les choses changent et s'améliorent, c'est une révolution culturelle, je pense. Et c'est quoi une révolution culturelle, Yasmine? Que ça fuse dans tous les sens, en fait. Que ça parte vraiment dans tous les sens, que même des choses qu'on pourrait voir ou juger médiocres doivent exister. On n'en est pas au stade de faire la fine bouche ou de dire « Ah non, mais j'ai pas aimé tel concert, j'ai pas aimé... » On a le droit, on a complètement le droit de dire ça. Mais je pense que
que là, on devrait... Enfin, il faut que ça explose. Moi, je pense qu'il faut que ça explose, que ce soit dans le cinéma, dans la danse, dans la musique, dans la peinture, dans le théâtre, dans tout. Parce que... Cite-moi des troupes de danse. Moi ? Oui. Est-ce que t'en connais des troupes de danse ici en Algérie? Non, mais parce que voilà, je suis pas encore bien imprégnée dans le milieu art et culturel. Et pourtant, tu es prof de théâtre, tu es en train de faire Mesherou, qui est une émission, hein, un podcast qui va dans ce sens, qui défend ce genre de choses. Et que toi, tu ne sois pas, voilà, que tu ne puisses pas connaître un nombre de troupes de danse. Mais Mesherou me fera connaître. C'est ça. C'est Mesherou qui me fera connaître ça. Est-ce que tu... Voilà, est-ce que oui, je comprends ce que tu dis. Alors, une personne lambda qui n'est pas forcément... qui ne côtoie pas forcément ce domaine, mais qui peut avoir une sensibilité ou qui peut être prédisposée à consommer ce genre d'art et ce genre de choses et à s'enrichir et à en faire quelque chose qui va... peut-être transformer son quotidien, transformer sa manière de vivre, d'éduquer ses gosses, enfin tout ça quoi. Une personne comme ça voilà, et n'a absolument aucune idée peut-être de ce qui se passe actuellement. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de matière. Et enfin non, il y a de la matière. Je dirais de la matière dans le sens où il y a le potentiel humain est là. Moi, je connais des centaines de danseurs qui ont un potentiel monstre. Mais où sont ces personnes? Voilà. Où sont-elles? Que font-elles? À part essayer de survivre, essayer de machin, que font-elles? C'est-à-dire que ces personnes, il faudrait qu'on les voie, il faudrait qu'on les connaisse. Les artistes peintres, d'accord, on revoit toujours pratiquement les mêmes et qui sont un petit peu... Enfin, c'est des doyens et on les aime bien parce qu'ils nous ont un petit peu guidés. Mais après, voilà, où est ma promotion? Déjà, bon... C'est ironique, enfin voilà, mais j'ai déjà la réponse à ça. La moitié de non, les trois quarts sont partis. Voilà. Donc pourquoi t'es restée, Yasmine? Pourquoi je suis restée? J'ai hésité à partir des années durant. Vraiment peut-être depuis que j'ai eu mon bac, t'as ma 4e année au Beaux-Arts peut-être. Donc pendant 4 ans. Pourquoi je suis restée? Pourquoi je suis pas partie au fait? Voilà, c'était ça plutôt, parce que à chaque fois je faisais des démarches pour partir et puis je partais pas. À chaque fois c'était ça. Et puis je sais pas, il y a quelque chose qui me pousse à rester. Mais j'arrive pas à décrocher, j'arrive pas à quitter. Peut-être par égoïsme, je me dis qu'ici je pourrais avoir... c'est contradictoire, même si Naya, j'aurais... tu vois où je vais partir. Vas-y. Même si Naya, j'arrive pas à évoluer, mais je sais qu'ici, si j'évolue, ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Tu vois. Donc c'est un petit peu par égoïsme, c'est aussi par amour pour le pays, pour la société, enfin, oh là là, tout ce que je déteste en fait, c'est par amour tout ce que je déteste. Et donc voilà, c'est une relation qui me lie à mes parents, à mes habitudes, à cette façon de essayer de vivre, alors qu'ailleurs tu pourrais juste, peut-être, parce qu'on me dit ça, mais après je sais pas, je n'ai pas vécu ailleurs, peut-être qu'ailleurs tu pourrais juste vivre au lieu d'essayer de vivre, et à partir du moment où tu vis, tu vas arrêter d'essayer de vivre, et tu vas commencer à avoir un champ complètement ouvert, pour exploiter plein de choses, pour... tu vois, quand tu penses constamment à une idée, qu'elle est là en train de t'embrouiller la tête, à partir du moment où tu te débarrasses de cette idée, tu respires et en fait, t'as tout à portée de main. Enfin, c'est un petit peu ça que... C'est juste en marchant ailleurs, par exemple, en marchant ou en me sentant en sécurité ailleurs, à partir du moment où j'arrête à penser à la personne qui me suit, ou la personne qui va me suivre, ou la personne qui va m'agresser, ou la personne qui va... J'apprécie juste le fait de marcher, je regarde autour de moi. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Alors, dans le sens où si j'arrive à me débarrasser de certaines choses qui m'encombrent, je pourrais vivre pleinement d'autres choses plus constructives et plus épanouissantes. Voilà.
Mais voilà, mais... Et du coup, est-ce que c'est, selon toi, l'inconfort, entre guillemets, de l'artiste algérien qui, en tout cas on va parler de toi, est-ce que c'est cet inconfort-là que tu vis quotidiennement dans la société qui te nourrit dans ton art, consciemment ou inconsciemment? Oui, pour le moment, oui, certainement. Oui, mais après, est-ce qu'on a forcément besoin de cet inconfort pour créer, pour vivre? Je ne sais pas. D'accord. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ouais. Et du coup, pourquoi ne pas partir pour se nourrir ailleurs et mieux revenir? Parce que je pense que je suis à un âge et à un moment de ma vie où toutes les opportunités à saisir se trouvent presque à ma portée ici. Si je vais ailleurs, il va falloir tout, même si je vais avec un certain bagage, mais je sais que mon énergie va plus aller à essayer de tout, tu vois, de comprendre déjà l'environnement dans lequel je suis, parce qu'un artiste, voilà, on l'a dit au tout début, un artiste définit principalement par l'environnement et le contexte dans lequel il vit. Donc à partir du moment où on a digéré un petit peu toutes ces informations qui nous entourent, qu'on peut commencer à faire une sorte de synthèse qui va nous permettre justement de développer notre art, de traiter telle chose, de contourner telle chose, etc. Et donc chaque société a des codes bien définis, des modes de fonctionnement. Et donc je pense que si je migre vers quelque chose d'autre, que j'aurai plus de temps à avoir voilà, cette forme d'adaptation. Ouais. Et je pense pas que c'est ce qu'il me faut en ce moment. Là, je n'ai plus besoin d'adaptation, donc je le disais tout à l'heure, mais j'ai besoin de passer à l'action. Voilà. D'accord. Et si c'est pour transporter, ou prendre avec moi mes choses d'ici et mon vécu et comment je traite les choses ici et le faire ailleurs, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment en accord avec toi, avec moi-même. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est quoi le statut de l'artiste en Algérie? Est-ce que vous avez un statut particulier? Est-ce que vous êtes, je sais pas, intermittent du spectacle? Est-ce que comment ça se passe en Algérie? Je sais pas. Je sais pas, mais vraiment, je sais pas. Ouais. J'essaie de trouver ça. Je sais pas si je t'ai déjà parlé de ça, mais je lisais une fois Nahel Tajaddud. Est-ce que c'est une Vas-y, ouais, je connais pas. Écrivaine. C'est bien. Écrivaine. C'est bien. Iranienne qui avait fait la biographie de Golshifteh Farhani. Je sais pas si je prononce bien, c'est une actrice iranienne. Tu dois la connaître. Ouais. Je pense que tu la connais. Ouais. Et donc elle fait un petit peu une sorte de roman, biographie un petit peu romancée. Et il y a un chapitre qui s'appelle Rien. Comment on appelle ça? Pas la fonction. Le poste que tu occupes, ton métier. D'accord. Rien. Ah, d'accord. Ok. C'est le rien. D'accord. Parce que tu sais que tu fais de l'art, mais est-ce que tu es reconnu, est-ce que, quand je dis reconnu, mais vraiment institutionnellement, oui, dans une société, ton métier, artiste. En tant qu'artiste, en fait, non. D'accord. Non. Ouais. Je trouve que ce soit pour le théâtre ou pour la danse ou pour la peinture, tu peux avoir ta carte d'artiste. Oui, mais je pense que c'est le seul truc plus ou moins... Donc tu as une carte d'artiste? Même pas. Non, alors pas toi, mais en Algérie, on peut avoir une carte d'artiste. On peut avoir une carte d'artiste. Et est-ce que tu sais ce que cette carte-là procure, je sais pas moi... Ce qu'elle procure, de ce que je sais que voilà, c'est quelque chose qui justifie un petit peu ta présence, mais ton activité. Voilà. D'accord. Vu que, par exemple, pour une demande de visa, par exemple, tu peux pas dire que je suis au chômage, même si techniquement on est au chômage, avec ta carte d'artiste, voilà, tu justifies le fait d'être artiste. D'accord. Voilà, et d'avoir... c'est marrant que tu donnes cet exemple. Genre, on a une carte d'artiste pour pouvoir mieux partir. C'est marrant. Pour les cotisations aussi, je crois que ça peut aider un petit peu. Ouais, dans le régime sécurité sociale ça et tout. Ça aide
Aussi, je pense à pouvoir, par exemple, louer une salle de théâtre pour une pièce ou pour un spectacle, pour un spectacle de danse. Une expo. Mais voilà, après, ce que ça donne comme facilité, je ne sais pas. Mais voilà, le statut, est-ce qu'il existe vraiment Ouais. Je pense que c'est un rien, je crois. C'est un rien. C'est un rien, en fait. Il faut qu'on arrête de se voiler la face. Ah bah oui, quelle est une carte d'artiste, voilà ce que te permet de faire. Non, les gars, non, on n'est rien. Et est-ce que ce rien te procure de l'espoir? Oui, pour continuer dans les contradictions. Ouais. Oui, ça me procure de l'espoir, mais voilà, mais après, tout est à faire. Est-ce que je serai un rien pour toujours ou est-ce que ça va être d'autres après moi qui vont cesser de l'être ou je sais pas. Ouais. Voilà. Et du coup, les personnes qui veulent devenir rien, Oui. c'est-à-dire artistes en Algérie, quels sont les conseils que tu peux leur donner? Moi, je pense que s'ils veulent vraiment le devenir, je n'ai pas vraiment de conseils à leur donner parce que c'est quelque chose qui va s'imposer à eux. Ouais. Et c'est quelque chose de viscéral. Ouais. En fait, voilà. Elle touche pour les gens qui écoutent, je fais des gestes pour qu'ils essaient de mettre des mots dessus. Voilà. Et là, je sortais du ventre et je remontais vers la gorge. Donc, c'est quelque chose de viscéral qui va demander à naître et à exister malgré tout. Parce que même durant mon cursus à l'école des Beaux-Arts, on a eu beaucoup de contraintes, de problèmes, des grèves à répétition, une sorte de léthargie constante de non-évolution, de stagnation, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau de la formation, l'actualisation de la formation des professeurs là-bas. Et voilà, je crois qu'on va de plus en plus vers quelque chose de mort. Mort. Oui, de mort, complètement. D'accord. Et c'est pas trop de l'espoir, ça. C'est pas trop d'espoir, ouais, lèche, parce que quand justement, voilà, je me sens un peu responsable responsable de peut-être de l'avenir ou des personnes qui m'ont demandé est-ce que c'est intéressant de faire les beaux-arts. Oui. Et auquel j'ai répondu non. Non, dans le sens où la formation n'y est pas intéressante, où tu n'as pas grand-chose à apprendre de ça, mais que tu apprends le plus par tes camarades qui ont déjà tous des expériences, donc ça reste quand même un lieu ça reste un lieu au fait où tu grandis, où tu t'enrichis, mais à 90% par les gens, dans la exactement, cour. C'est exactement ça. Mais c'est comme la fac, hein. Par les gens qui sont autour de toi, qui sont passionnés. Ces personnes qui vont te montrer comment peindre, comment avoir une idée, comment développer un concept, comment faire ceci, cela. Et voilà, et même les générations avant nous disaient que voilà, c'est une sorte de laboratoire immense où tu fais plein d'expériences avec plein de personnes comme toi, tu vois, des expérimentations, et puis tu ressors. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais c'est déjà vachement bien, non? C'est excellent, oui, c'est excellent, certes. Mais après, quand je vois que, par exemple, d'autres personnes peuvent avoir en une année ce qu'on a essayé d'avoir comme formation en 6 ans, je veux dire, voilà, derrière que je suis là, parce que tu te dis, mais merde, au fait, moi, je sais faire plein de choses. J'aurais pu faire ça, j'aurais pu gérer ça, j'aurais pu intégrer cette école, j'aurais pu avoir développer cette façon de faire, aller vers ce métier, aller vers ce mode de création, mais que non, en fait, voilà, je l'ai pas fait parce que j'ai été limitée un petit peu. Voilà. Donc c'est après voilà, peut-être partir et puis revenir, ou là essayer de se former à plusieurs endroits à la fois, essayer de faire peut-être des formations sur le net, ou là essayer de voir tout ce qui est tutoriel, tout ce qui est voilà, en fait on a une part de responsabilité. Je pense que c'est le cas de chaque étudiant, où tu apprends par toi-même et tu apprends
Ouais. Mais voilà, un encadrement plus structuré, plus adapté, plus riche aurait été mieux. Ouais. Du coup, le conseil que tu donnerais à la personne qui veut devenir artiste, c'est ne fais pas les beaux-arts. C'est ça? Réfléchis bien. Ouais. Réfléchis bien à ce que tu veux. Surtout, en fait. À ce que tu veux, en fait. Mais est-ce qu'on peut le savoir à 18 ans? Renseigne-toi, vois comment est l'école des beaux-arts, vois l'historique de l'école des beaux-arts, comment elle a été, toutes les phases, les guerres qu'elle a traversées, où est-ce qu'elle en est actuellement, qu'est-ce qu'elle peut t'offrir réellement, à part de dire que j'ai été à l'école des beaux-arts d'Alger et d'avoir fréquenté des personnes là-bas aptes à quoi? Des personnes aptes à te construire, voilà, un petit peu, ou en les côtoyant tu apprends à te construire. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est suffisant pour moi? Mais on peut se les poser à 18 ans en sortant du lycée? Est-ce qu'on peut se les poser? Mais on doit se les poser, voilà, justement, c'est donc ça le conseil que tu c'est donnes. Exactement ça. Ouais. Pose-toi les questions, renseigne-toi bien et vois est-ce que cette école t'arrange, vois. Et surtout ne fais pas de concessions. Si tu as envie de faire quelque chose de précis, quelque chose de poussé, ne te dis pas non je vais faire ça et puis ça, non, va vers ça, prends le courage d'aller vers ça. S'il faut aller ailleurs pour l'avoir, il faut aller ailleurs pour l'avoir. J'ai plein d'amis, de copains extrêmement doués qui auraient voulu faire des écoles de game design ou des formations de game design, mais qui ont des aptitudes pour faire ce genre de choses. Mais voilà, mais ça se fait pas ici, parce qu'ici on s'arrête toujours à la feuille et au crayon et on se limite à ça. Et enfin voilà, c'est un petit peu dans ce sens que je parle. Donc voilà, renseigne-toi bien et vois vraiment ce que tu as envie de faire. Ouais. Voilà. D'accord. Ne fais pas un métier à moitié, ne fais pas une passion à moitié, ne fais pas les choses à moitié. Pour pas être cliché. Yasmine, quelle est la personne que tu aimerais écouter à Mecherou? Alors, la personne que j'aimerais écouter à Mecherou, c'est Fla Bourji, la coordinatrice générale du Vivarium. D'accord. Et la dernière question, qui est toujours la même, qu'est-ce que signifie pour toi Mecherou? Ça signifie pour moi des voix qui vont être entendues, des pensées qui vont être transmises, qu'on va boire, qu'on va manger, qui vont se transformer en quelque chose en nous. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, et je vois toujours les choses de manière idyllique. Ouais, c'est bien. Et qui vont... Tu vois, même si Mecherou, je vais te parler à toi, oui, pas toi Taous, mais toi à la personne, même si Mecherou ne va pas te faire changer d'avis ou de direction sur certains plans ou certaines choses sur lesquelles tu as des avis tranchés, mais Mecherou pourrait en moins semer le doute en toi, te dire que peut-être que cette chose devrait être vue comme ça, peut-être. Voilà, enfin, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et si tu n'as pas compris, écoute, je m'excuse. Merci Yasmine. Merci Taous. À bientôt. À bientôt. Merci à notre invitée d'être venue nous raconter sa Mecherou. Pour la suivre et prendre contact avec elle, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Mecherou, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Mecherou en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Mecherou et à très bientôt.